Bonjour à tous. On va finir par y arriver. Voilà, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Flavien Coton avec son papa Xavier, Christophe, toujours fidèle au poste. Alors on s'excuse, on a des problèmes de connexion, mais on a trouvé une solution, c'est d'enregistrer l'émission et puis de la préparer pour vous faire une belle émission, donc tous les soirs à 18h. Alors comment ça va, Flavien et Xavier, dans cette période de confinement? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Bonjour, ouais, ça va bien. On a quand même une tâche chez nous, donc on peut s'entraîner. Ah, ça c'est bien. Donc écoute, Flavien, je vais te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu as un grand espoir français du tennis de table. Tu as été champion de France Benjamin en 2019. Tu as fait 2 podiums aux Euro Mini Champ. Tu es minima. J'ai été voir ton classement. Tu es numéro 558. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et tu joues. Je crois que je suis 511. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, je suis peut-être pas en premium. Et donc tu joues en National 2 par équipe au CTT Bruy. Donc ça se situe dans les Hauts-de-France, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors le principe de ces interviews maintenant, on va essayer de te proposer des vidéos et puis on va te demander de réagir à ces vidéos si tu veux bien. Donc on va tout de suite attaquer la première vidéo et puis on se rejoint juste après. Voilà Flavien, donc on vient de te voir quand tu jouais, t'étais pas bien vieux, donc je pense dans un tournoi. Donc je voulais te demander à quel âge tu as commencé le tennis de table? Moi, j'ai commencé à 4 ans, À 4 ans. au bowling, D'accord, au club de Bruges avec ma maman. Et voilà. d'accord, Ta maman était joueuse? Euh, Joueuse et elle entraînait. Elle faisait bowling. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le tennis de table? Qu'est-ce qui te plaît encore? Bah, j'aime bien les jeux de raquettes. Après, les sports individuels aussi. Parce que du coup, c'est du 1 contre 1 et voilà. Et on sait que t'as un grand frère qui s'appelle Adrien qui joue. Est-ce que il était déjà lui passé aussi par le baby ping et par un peu les entraînements de ta maman, ou c'est toi qui lui as fait découvrir le ping, ou c'est lui qui t'a fait découvrir le ping? Bah, c'est un peu lui. D'accord. Parce qu'il a commencé avant et du coup, après, moi, je me suis. Ok. J'y étais aussi. D'accord, donc tu as commencé très jeune le tennis de table. Tes premières compétitions, tu te souviens à quel âge c'était? 6 ans. 6 ans, je pense. D'accord, c'était des Open moins de 10 ans, c'était quoi comme compétition? Les petits poussins. Et D'accord, après, il y avait aussi les indives en départemental. d'accord. Et t'étais déjà dans les meilleurs joueurs au début ou c'est venu un peu plus tard? Moi aussi, j'ai fait champion du Nord. Champion du Nord. J'ai aussi gagné les mini-coms à Chartres. D'accord. Et voilà. Donc un talent déjà bien précoce. Au niveau de ton entraînement, tu t'entraînes où actuellement? Comment ça se passe? Bah, je suis au Krebs de Wattignies Oui, toute la semaine et je vais aussi faire des stages en Allemagne, à Oxenhausen. Et voilà. d'accord. Eh ben écoute, je vais te passer une deuxième vidéo et puis tu vas réagir dessus. À tout de suite. Salut Flavien, aujourd'hui tu as la chance de pouvoir voyager à travers le monde pour faire des stages ou des Open. Est-ce que cela t'a permis de modifier quelque chose dans ta façon de t'entraîner ou dans ta vie quotidienne? Donc Flavien, est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne? Bah, c'est Oliver Nesterki. Bah, Oui. je m'entraîne aussi avec lui au Crêpes de Wattignies. Et
Et donc je le connais bien. Est-ce que tu peux répondre à sa question, s'il te plaît? Oui, bah après du coup on voit d'autres cultures d'entraînement, comme là en Allemagne. Et après à faire des Open, bah, on rencontre d'autres joueurs étrangers. Donc c'est toujours bien. D'autres styles de jeu on voit. Moi, j'ai une question aussi pour Xavier, sachant que bah voilà, tu es le papa. Flavien a dit qu'il avait commencé le baby ping avec sa maman, donc avec Carole. Il y a Adrien, le grand frère, qui joue. Comment s'organise finalement la vie familiale? Alors forcément autour du ping, la semaine et le week-end, mais voilà, comment on concilie les études aussi des enfants et tout ça? En fait, la semaine, donc, en fait, on les amène le dimanche soir au Crêpes à Wattignies. Ils rentrent le vendredi soir. Les week-ends, ils sont au championnat par équipe. Donc, on coach. Moi, je coach les deux, Carole également. Et quand il n'y a pas de championnat, c'est l'italien fédéral. Les week-ends, ils sont bien chargés, en fait. Ouais, donc, en fait, la semaine, vous êtes un couple sans enfants, et le week-end, vous êtes sur la route ou dans les salles pour partager le temps avec eux. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On les suit partout. Flavien, tu t'entraînes avec des joueurs de quel niveau, à peu près, au Crêpes? Bah, des joueurs entre 400 et 700-800 à peu près. D'accord. Et combien tu as d'entraîneurs, en fait, quand on est un jeune comme toi, qui est parmi les meilleurs Français? Est-ce que tu as un entraîneur ou est-ce que tu as plusieurs entraîneurs? Comment ça se passe? Bah, j'en ai plusieurs. Il y a Alice. Après, bah, il y a aussi mon père des fois qui m'entraîne. Après, quand je vais en Allemagne, bah, il y a d'autres entraîneurs. Donc, j'en ai plusieurs. Oui. D'accord. En fait, c'est là la difficulté, et c'est là où c'est important d'être bien entouré pour un jeune, quand il entend beaucoup de discours finalement qui peuvent paraître différents, mais souvent qui vont dans le même sens, mais qui sont dits avec des mots différents. On peut avoir l'impression finalement qu'un entraîneur nous dit blanc, l'autre nous dit noir, et le troisième nous dit gris. Et en fait, c'est difficile de faire la part des choses. Et le fait d'être bien entouré, d'avoir cette cellule familiale avec des gens qui connaissent le ping autour de lui, ça va l'aider justement à comprendre que il n'y a pas qu'un seul discours. Et comme il le disait, Flavien, sur les nombreux stages qu'il a pu faire ou les nombreuses cultures qu'il a pu connaître lors de ses déplacements, de prendre de ce qu'il y a de positif un peu de partout, c'est-à-dire aussi bien des stages à Oxensen que des stages quand il va à Nantes, que quand il est simplement à Wattignies avec Alice Jonot ou avec son papa à l'entraînement. D'accord. Flavien, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi tes points forts au ping? Tu dirais c'est quoi? Bah, j'aime bien le revers. Ouais. Après, bah, je m'agace pas trop. Je suis- T'es plutôt Voilà. calme. Ouais. Et bah, voilà. Donc tu parles de, tu t'agaces pas trop, c'est naturel chez toi ou c'est tes entraîneurs qui t'ont appris à bien se comporter, à bien te comporter à la table? Bon, un peu des deux. Un peu des deux. Mes entraîneurs aussi m'ont aidé. D'accord. J'ai aussi une préparatrice mentale. Ah, t'as une préparatrice mentale déjà à ton âge et tu as un préparateur physique? Ouais. D'accord. Ouais, Donc, c'est Maxime Delahaye. Et après, quand je vais en Allemagne, il y a Michael Simon qui est là aussi. d'accord. Donc tu es bien entouré. Ouais. Ça a changé quoi pour toi d'être en équipe de France par rapport à tes entraînements? Qu'est-ce que ça t'a rajouté qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta façon de t'entraîner? Bah, ça m'a motivé pour aller encore plus haut et faire plus d'open pour que les entraîneurs ils me reprennent dans d'autres open. Ça m'a motivé. D'accord. Tu fais des stages avec l'équipe de France en plus de ton entraînement au Crêpes? Ouais. Bah, je vais faire des stages à Nantes, au Pôle France. Donc, D'accord. Et là donc tu rencontres des autres joueurs, peut-être qui ont encore un niveau encore supérieur. Tu bah joues, ouais. tu joues avec des seniors, avec de tous âges ou plutôt des jeunes de ton âge? Bah, au Pôle France de Nantes, c'est cadet et junior 1. Donc, c'est encore des niveaux supérieurs. D'accord.
Bah écoute, je vais te proposer une autre vidéo et puis on revient tout de suite. Ok. Dans le cadre du programme détection, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages avec Flavien Coton, mais dont un particulier, puisqu'on est parti 3 semaines ensemble au Japon, à Tokyo. On était au Centre national. J'ai dû encadrer les 2 premières semaines et Stéphane Huclier a fait la dernière. Et c'était le premier voyage en Asie de Flavien, donc c'était un moment important. Dans ce stage, il y avait également Félix Lebrun et Flavio Mourier. Et je crois que Flavien, il a montré un petit peu déjà une force de caractère importante, puisque il avait 10, 11 ans, je crois, à ce moment-là. Et ben, il a réussi, il a très très bien vécu ce stage, il a vraiment très bien profité. Il était 3 semaines loin de ses parents, mais je pense qu'il a réussi à optimiser le temps de l'entraînement, être capable de s'entraîner 7 heures par jour, et surtout d'énormément progresser, d'énormément s'adapter, puisqu'on avait une façon de vivre complètement différente. Et cette force d'adaptation, c'est une sacrée force. Et puis, on a vécu également des moments forts, puisque Harimoto s'entraînait une bonne partie du temps à côté de nous. On a partagé des moments avec lui. On l'a vu beaucoup à l'entraînement, quelques photos, quelques moments aussi à table assez mémorables. Voilà, donc c'était un bon petit souvenir partagé avec les 3 garçons et donc Flavien particulièrement. Bon alors, Flavien, j'ai deux questions en fait en une pour Flavien et aussi pour le papa. On a vu Damien Loiseau qui était responsable de la détection parler du stage au Japon, Olival juste avant de parler aussi de tes nombreux déplacements. On a l'impression, et j'en sais quelque chose pour avoir été régulièrement en Asie, que la culture est vraiment différente, la culture de l'entraînement. On a entendu parler de 7 heures d'entraînement, 7 heures passées dans la salle par jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Flavien, par rapport à ça, par rapport à cette culture du ping japonaise? Et puis Xavier, voilà, laisser partir son enfant de 10 ans, 3 semaines au Japon, même si forcément on se dit que c'est une chance incroyable. Voilà, est-ce que c'est pas trop dur pour vous, trop dur pour le frangin? Voilà, donc Flavien, je te laisse commencer, et puis ton papa conclura. Ouais. Maintenant, c'était une belle expérience de partir au Japon. Puis là-bas, il y a beaucoup. Il y a, il y a tout le temps des paniers à côté de nous, donc on enchaîne. Et avec les filles, il y avait beaucoup de rythme. Tu dis avec les filles, c'est-à-dire que vous jouiez garçons et filles mélangés, c'est ça? La première semaine, c'était garçon, la deuxième semaine, filles, et la troisième. D'accord. Et avec les filles, il y a eu une compète, mais il y a aussi. Après, l'autre reste du temps, l'entraînement, il y a eu beaucoup de rythme. Ok. C'était assez dur. Toi, Xavier? Bon, c'est vrai que c'était la première fois qu'il partait 3 semaines, hein. C'est vrai que c'était la première fois, mais bon, on était rassurés, il était super content de partir, et en plus il partait avec Damien qui connaissait déjà puisqu'il était en stage de sélection avec lui. Donc non, on était rassurés, et bon, il était très très content de partir, donc on était rassurés. Et après tous les 2 jours, il nous appelait quand. Et donc toi, Christophe, quand tu étais jeune, est-ce que c'était habituel comme ça d'aller au Japon pour s'entraîner? En fait, moi tout jeune, j'ai toujours été attiré par la culture asiatique. Quand j'étais gamin, je demandais toujours à mes parents, quand on allait manger au restaurant, de manger dans un resto chinois ou japonais. Et la première fois que j'ai eu la chance d'y aller, c'était en 89. Et j'ai vu vraiment le pays, en tout cas la Chine à cette époque, se transformer, mais littéralement à une vitesse incroyable. Après, on a été beaucoup plus au Japon. Et ça a toujours été une chance voilà, comme le disait Flavien, d'essayer de s'approprier certaines choses de leur culture et de leur culture pongiste, que ça soit voilà, notamment les paniers de balles, la régularité. Et je pense, enfin voilà, on y a été régulièrement après pour des Pro Tours, et il faut vraiment prendre ça comme une chance. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui demandent à aller faire des stages là-bas, et je pense que c'est vraiment une bonne chose de changer son quotidien et de pouvoir s'ouvrir vraiment à cette culture. Et en plus, c'est les meilleurs, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Bah écoutez, Flavien, je te propose à présent une petite surprise. Donc je vais t'envoyer une petite vidéo et puis on se retrouve juste après.
Salut tout le monde, salut Flavien, j'espère que ça va. Tu peux t'entraîner avec ton frère. C'était pour te poser une question en rapport avec le stage au Japon qu'on a fait ensemble. Quel a été ton meilleur souvenir là-bas? La salle, l'hébergement, le ping, la ville. N'oubliez pas de rester chez vous. Salut! Alors, Flavien, qu'est-ce que tu peux dire à Félix? Mon plus beau souvenir, c'était que Harimoto il s'entraînait à côté de nous, quoi. Enfin, il était juste à côté. Après, on l'a aussi vu au petit-déj, en train de manger, et après il partait à l'école, je pense. Et on nous a aussi donné un t-shirt, celui qui est venu nous le donner. Donc c'était assez sympa de le voir. D'accord. T'espères le jouer un jour prochain, dans quelques années? Ouais, j'espère, ouais. Tu te souviendras de ce moment-là, alors? Ouais. C'est vraiment hyper important pour les tout jeunes de pouvoir côtoyer et s'entraîner à côté, sur les tables à côté des tout meilleurs. Moi, je me souviens quand j'ai joué en Allemagne, l'entraîneur qui avait repris le club avait dit la priorité c'est de faire venir régulièrement, à l'époque qui était Samsonov et Primora qui étaient les meilleurs joueurs du monde, et pour que même nous qui étions déjà bons à l'époque puissions voir les tout meilleurs s'entraîner à côté de nous. Et je pense que ça c'est quelque chose que non seulement on le garde en souvenir, mais de pouvoir être confronté aux meilleurs sur les tables à côté, je pense que c'est quelque chose vraiment de primordial pour gravir les échelons et monter vers le haut niveau. Ok. On va regarder un extrait d'un de tes matchs, Flavien, et puis on se retrouve tout de suite après. Et c'est reparti. Avec, voilà, une remise au point de la part de Fabien Tout à Coton. fait, ouais. Il a servi mou et la remise n'était pas terrible et il en a profité pour mettre un bon coup droit au milieu. Non. Allez, il a devant lui 3 possibilités de concrétiser et d'empocher le titre des champions de France. Fabien Coton. Oh là là. Voilà, c'est fait. Bravo. Bravo à lui, Bravo, parce que bravo néanmoins, Fabien. Bravo. 4 à... Donc, Flavien, on vient de voir ta victoire au championnat de France Benjamin. Donc, c'était l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition? Comment tu l'as vécue? Je partais tête de série numéro 1. Donc, souvent, quand on part numéro 1, c'est pas facile de gagner. Parce que souvent, il y a des surprises. Donc, j'étais content de gagner ça pour moi, ma famille, aussi le club de Bruges. Et voilà. Le fait d'être un joueur calme, ça t'a aidé sûrement, non? À gérer la pression? Oui, je pense. C'est vrai comme tu dis, être numéro 1 et être obligé d'assumer son statut, c'est pas toujours facile, notamment pour toi ou les tout jeunes joueurs qui jouent souvent dans les catégories au-dessus et en fait se retrouvent pas toujours dans cette situation, et on se rend compte que même si on est considéré comme logiquement dominant la catégorie, on a un surcroît de pression au début de la compète, et c'est bien de l'assumer et de montrer que effectivement on est le meilleur, et d'aller au bout de cette compète. Xavier, est-ce que Flavien, c'est un enfant calme dans la vie ou c'est quelqu'un qui se calme quand il joue au tennis de table? Non, ça va, il est calme, hein, mais c'est vrai que son point fort, tout à l'heure, lui, il a dit que c'était son revers, moi je dirais que c'est son mental en fait. C'est ce D'accord. qui fait la différence à son âge par rapport à d'autres, je pense. Quand tu parles de mental, c'est aussi cette maturité, cette capacité de sans doute à l'entraînement, de concentration, d'écoute, et tout ça, c'est un ensemble. Quand tu dis mental, c'est un ensemble, j'imagine. Ouais, c'est un ensemble, aussi bien l'entraînement, je veux dire, il est toujours rigoureux, je veux dire, ses séances, à la fin des séances, c'est toujours étirement après, tout seul, dans la salle, enfin voilà, il est très pro pour son âge, on va dire. Ouais. Voilà. Et toi, Xavier, comment tu vis les compétitions de Flavien? Est-ce que tu es calme ou est-ce que tu bouillonnes en regardant les matchs? Ça dépend des matchs, mais bon, je veux dire, souvent il s'en sort très bien, donc ça va, je veux dire. D'accord. Ça va. T'as confiance et tu sais que souvent ça se finit bien, donc ça t'a habitué Ouais, pour à... l'instant,
à bien vivre ces Ça compétitions. se finit bien sûr, ouais, c'est clair. Ok. Tes prochains objectifs, Flavien, c'est quoi? Bah, si c'est maintenu, les chapeaux de France minimes. Bah, on va te décevoir, je crois que c'est annulé. Ouais. Désolé. Après, être qualifié au championnat d'Europe cadet. D'accord. Et en championnat par équipe avec le club de Brûle, monter en National 1. Monter en National 1, ça te permettrait de continuer à jouer pour le club avec des matchs encore plus intéressants, c'est ça? Ouais. Je joue contre des joueurs plus forts encore. Ouais. Au niveau du critérium, tu joues contre des joueurs de quel âge, enfin de quelle catégorie? J'ai fait un tour en cadet. Ouais, Après, j'ai fait que 2 tours. Donc, j'ai fait 2 tours en junior et un tour en élite B. d'accord. Donc, t'as une bonne performance en jeu. Et à plus long terme, c'est quoi ton rêve, ton objectif ultime au tennis de table? Gagner les JO. Gagner les JO. À Paris, ça sera peut-être un peu tôt. Donc, Ouais. peut-être les suivants alors. Ouais. Los Angeles 2028. Ouais. Non, c'est un bel objectif. En fait, en termes d'objectifs, c'est marrant. Il y en a qui sont plus titres, donc titre olympique, titre mondial, voilà, et d'autres qui sont plus attachés au classement mondial. Toi, c'est vraiment les titres qui te font rêver. Bah ouais. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on souhaite le meilleur à Flavien. Et puis, on espère te retrouver dans de futures émissions pour suivre tes résultats. Et puis, avec une meilleure connexion, on prie pour que les problèmes de réseau s'améliorent avec le temps. Merci beaucoup, Ouais. Xavier et Flavien. Merci. Continue à bien t'entraîner avec ton frère dans le salon et attention aux meubles et aux luminaires. Ouais. Ciao. Ciao. Salut. Merci. Allez, on va enchaîner avec la rubrique Les légendes du ping. Et puis, Christophe, on se retrouve juste après. Salut, Christian. Un Bonjour Philippe, bonjour à tous. champion aujourd'hui dans les légendes du ping. C'est Zanguiquet, double champion du monde, champion olympique, un monstre du tennis de table qui a mis fin à sa carrière à l'âge de 28 ans, donc relativement jeune. Il a mis fin à sa carrière déçu d'une défaite en finale des Jeux Olympiques. Et oui, pour lui, c'est la victoire comptait. Donc, voilà, Oui, grosse contre-performance. ça pose le garçon. Ouais, c'est un énorme joueur Zanguiquet qui a amené énormément de choses, je trouve, au tennis de table. D'abord, cette alliance de la vitesse et de la puissance qui est devenue maintenant monnaie courante chez tous les meilleurs joueurs. Mais ça a été un des premiers à le rentabiliser. Et puis, un joueur aussi très, très démonstratif, ce qui n'était pas toujours le cas des Asiatiques et notamment des joueurs chinois. Lui, vraiment, il montrait qu'il avait envie de gagner et qu'il avait envie de jouer au tennis de table, surtout. Il a quelquefois fait des contre-performances pendant sa carrière parce que c'est un joueur qui se concentrait souvent et presque exclusivement, je dirais, sur les compétitions importantes. Mais double champion du monde, champion olympique, ça classe quand même son homme. Allez, c'est parti pour le best-of de Zanguiquet. Ouais, joueur en plus, et comme tous les meilleurs maintenant, très très complet, que ce soit entre le coup droit et les revers, en top sur top, on n'en parle même pas. Il suffit de regarder cet échange pour s'en convaincre. Joueur qui avait tout le panel technique à sa disposition et qui avait aussi la particularité d'avancer sur presque toutes les balles, que ce soit en coup droit ou en revers. Il se servait bien sûr de la vitesse adverse, mais en plus, lui remettait de la vitesse par-dessus. Il y avait très très peu de balles qui traînaient sur la table avec ce joueur. C'est aussi un joueur qui a beaucoup fait pour le service rentrant, le petit service qu'on appelle pioche aussi, qu'il a souvent très bien utilisé et qui s'est généralisé aussi maintenant.
Et lui aussi, un joueur avec un physique vraiment adapté au tennis de table, hein, très puissant au niveau des jambes et en même temps très relâché dans tout ce qu'il fait. On a l'impression que une fois que la balle est partie de sa raquette, il y a énormément de relâchement dans son geste qui lui permet d'être tout le temps disponible. Il est aussi très très bon, hein, face à joueur défenseur. Bon, pour plein de raisons, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est un joueur puissant, mais aussi parce qu'il utilise, dès que la balle monte un petit peu, la frappe du coup droit. Et alors que dire de ce pivot avec une utilisation de tout le bras, hein, pour mettre encore plus de puissance. On le sait, hein, quand on veut de la puissance en tennis de table, il faut se servir de l'épaule, hein, que en coup droit. Et en revanche, quand on veut jouer avec plus de vitesse et de précision, on se sert plus de la main. Et lui se sert de tout ça, en fait. Regardez ce service rentrant, là, très très bien placé. Et derrière, en pivot, on distribue le jeu. Et toujours aussi à droit aussi, même loin de la table. Parfait. Et lui aussi nous montre qu'il sait défendre. Il y a un double Sushin Zanguique, ça peut faire peur. Et ça fait peur, oui. Parce que Sushin en double, c'est un client lui aussi. Ah, puis c'est là où il est incroyable. Cet équilibre au niveau des jambes, là, tout le temps bien placé. Ça, je pense que ça a été le meilleur. Et peut-être même encore aujourd'hui, c'est celui qui, au niveau des déplacements et des squats quasiment sur les jambes, est un modèle, vraiment. Jamais déporté, même dans le pro. Oh là là, ça c'est incroyable aussi, se servir comme ça du poids du corps pour rajouter de la puissance à la balle. Et puis cette conservation de la balle sur la table aussi, hein, jamais gêné contre initiative. Alors c'est très rare de le voir passif comme ça, mais ça lui permet de gérer les temps faibles plutôt bien. Et puis dès qu'il a l'opportunité, après il accélère. Oh là là, il est encore présent dans le plein coup droit avec une vitesse de déplacement magnifique. Oh, le réflexe. Alors on conseille à tous les passionnés de regarder tous les matchs de Zanguique contre Malong qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Oh là 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 là. Là, il y a deux paires de guitares, comme on dit, là, absolument incroyables. Superbe, superbe ça encore. Il faudrait quasiment une caméra isolée sur ces déplacements, parce que c'est vraiment un modèle du genre. C'est le joueur qui a retardé le règne de Malong sur le tennis de table mondial, parce que pendant 4 ans, il a tout raflé et c'était la bête noire de Malong. Oh là là là, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais là encore, hein, grâce à cette vitesse de déplacement, il est vraiment très très bien gainé. C'est aussi pour cette raison, hein, qu'il arrive d'une part à se déplacer aussi vite, mais surtout à utiliser les éléments du haut avec autant d'efficacité. Et là, face aux défenseurs, c'est pareil. Hein, c'était vraiment pas quelqu'un que les défenseurs avaient envie de rencontrer. Parce que là encore, lui, la puissance, elle est au rendez-vous, et puis l'intelligence de jeu aussi. Donc le mariage des deux, ben, forcément, ça fait mal face aux défenseurs. Oh, aïe, 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 quel coup de canon là en pivot encore. Alors on voit moins de coups techniques chez Zanguique, je dirais de créativité pure, comme on l'a vu avec Kokiniwa ou Sushin, parce qu'il n'en a pas besoin, tout simplement. Il est tellement puissant, tellement régulier et complet que
il faut vraiment qu'il soit en très grande difficulté pour sortir des coups un petit peu spéciaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur qui n'avait aucun point faible? Ah oui, aucun point faible, ça c'est sûr. Bon des deux côtés, bon contre l'initiative comme avec l'initiative. En remise service, pareil, excellent. C'est pas pour rien qu'il a été double champion du monde et surtout qu'il a dominé quand il en avait envie, vraiment. Une vraie emprise psychologique sur ses adversaires. Oui, il y a eu 3 ou 4 ans où vraiment c'est lui qui avait un ascendant sur pratiquement tout le monde, y compris sur ses compatriotes chinois. Il était vraiment au-dessus. Aïe, 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 aïe. Ça va vite, ça va fort, c'est bien placé à chaque fois. Regardez encore ce déplacement dans le plein coup droit. Comment aurais-tu coaché un joueur qui jouait contre Zanguike, vu que c'est un joueur qui n'a aucun point faible? Comment le battre? C'est compliqué de le battre. La seule chose qu'il était possible de faire face à Zanguike, c'est arriver à le faire douter un petit peu, donc à dérégler cette belle mécanique. Et là encore, il n'y a pas 36 solutions. C'est pas la vitesse ou la puissance parce qu'ils sont habitués à jouer sur ces systèmes de jeu-là. C'était plus la variation, c'était plus arriver à trouver aussi un service qui gêne pour pouvoir derrière l'exploiter à fond. Et puis c'était d'espérer que petit à petit, effectivement, il commence à faire quelques fautes. Mais voilà, quand il était en pleine forme et en pleine possession de ses moyens, c'était quasiment mission impossible pour n'importe quel joueur. Donc très compliqué de coacher sur un joueur comme lui. C'est un des premiers joueurs qui a utilisé le banana flip en revers pour démarrer. Oui, ça a été un des premiers joueurs à le faire aussi régulièrement et surtout à le faire sur les points importants. Voilà, c'est vraiment lui qui a montré un petit peu l'exemple. Et c'est vrai que maintenant, ça semble facile pour presque tout le monde, mais il a quand même été un des premiers, il ne faut pas l'oublier. Alors ici, c'est en Regardez encore face aux défenseurs, ces placements de balles qu'il a. Quand il arrive à démarrer en pivot, il trouve le petit côté, ce qui est excessivement difficile. Donc un des meilleurs défenseurs de l'histoire en face, Yoseyuk, qui n'a aucune solution, carrément, qui est ridicule. Oui. C'est tout à fait ça. Ça montre les limites à la limite de ces systèmes de jeu si on ne le fait pas évoluer. C'est le meilleur défenseur du monde en face de lui et malgré tout, il va prendre 4-0 en ne déméritant pas, mais en n'ayant aucune chance. Et on voit qu'il y a encore des choses à rajouter dans le jeu de défense pour pouvoir faire jeu égal avec ces joueurs-là. Mais c'est vraiment ces vitesses de déplacement, moi je trouve qu'ils sont absolument incroyables. Ça a été, je pense, le premier qui a amené les déplacements à ce niveau-là, avec bien sûr après tout ce qu'il faut pour rentabiliser ça, mais vraiment au niveau du déplacement, de la vitesse et de l'ajustement, du dernier pas d'ajustement, ça a été le meilleur pendant très très longtemps. En plus, c'est pas un gabarit immense, hein, comme peut l'être Souchine ou même Malong. Voilà, on le voit faire le show après une grande victoire. Oui, il a des arguments quand même, le garçon. Hein. On voit que solide. Il avait même cassé une séparation, je ne sais plus si c'est après les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, et eu une grosse sanction financière. Donc un choix qui sort un petit peu du lot finalement. C'est ça, oui, il est vraiment sorti du lot, et puis il avait effectivement cassé cette séparation, en plus après une victoire face à Malong. Ouais. Et donc voilà, il avait pris une grosse amende effectivement et une suspension de jeu. Écoute, merci Christian, c'était encore un plaisir. À bientôt pour une nouvelle. À bientôt, oui. Salut. Salut. Ben voilà, Christophe Zanguike, un gigantesque champion du tennis de table, une référence. Est-ce que toi, tu l'as croisé dans les salles ou même peut-être à la table? Alors je l'ai croisé, je l'ai un peu côtoyé, mais pas tant que ça, mais je l'ai croisé, et puis j'ai surtout une petite anecdote marrante avec lui. En fait, donc je l'ai joué au Pro Tour du Qatar, j'ai fait un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière,
et je suis quand même resté court, j'ai perdu 4-1. Il est très difficile à jouer pour un gaucher en plus avec son service rentrant et son revers qui est complètement incroyable. En fait, on a l'impression qu'il a toujours un coup d'avance sur vous, que la balle lui arrive au ralenti et que lui, quand il joue, elle arrive vers vous à 400 à l'heure. Donc, vraiment un sacré champion, en plus avec une énergie qui se dégage vraiment de lui. On l'a vu à la Coupe du Monde sur ses nombreuses victoires, son titre de champion du monde. Franchement, un sacré champion. Et puis l'anecdote, c'est que justement, avant ce match au Qatar, on devait décider de quelle couleur on jouait avec notre t-shirt, bleu ou rouge, et on ne pouvait pas avoir la même couleur. Et en fait, au moment où il est rentré dans le vestiaire pour venir me demander, moi j'ouvrais la porte et il a failli vraiment tomber, et en fait il est tombé dans mes bras juste avant le match. Et donc on a discuté de la couleur des t-shirts qu'on devait utiliser, mais vraiment c'était vraiment marrant, et c'était vraiment 10 minutes avant le match, quoi. Ok. Eh ben écoute, c'était un bon moment avec Zanguiquet. On va maintenant parler d'un club, le club du jour, avec le club de Courbevoie. On se retrouve tout de suite. Générique. Bonjour Cyril. Cyril Sibiel, tu es entraîneur au club de Courbevoie, donc dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Comment ça va? Comment ça va avec ce confinement? Ça va très très bien. Alors, question rituelle, au niveau du club de Courbevoie, les impacts du confinement, de l'arrêt des compétitions, comment vous gérez ça au quotidien? C'est une question difficile. Tout a été arrêté directement dès le vendredi. Pour l'instant, on ne gère pas grand-chose. C'est-à-dire que tout s'arrête, on se suit sur des groupes WhatsApp, donc on se tient au courant pour déjà savoir si les gens vont bien. On essaie de faire passer les informations qu'on a, les informations de la fédération. Voilà. Pour l'instant, malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas beaucoup de visibilité sur la suite des événements. D'accord. Juste avant de parler un peu plus des équipes et du groupe d'entraînement du mercredi, des jeunes que vous suivez, prometteurs et tout, un petit mot pour le président Jérôme Galvert qui est souffrant notamment sur une corde vocale et qui avait forcément encore eu du mal à s'exprimer aujourd'hui. On lui fait un petit coucou. Et donc Cyril, est-ce que tu peux nous parler notamment des entraîneurs qui interviennent, donc dont toi bien sûr sur les groupes des jeunes, et puis sur tous les publics que vous avez dans cette magnifique salle de Courbevoie? Alors, au niveau du club, c'est simple, on est 3 entraîneurs. Donc il y a Jérôme Vittel, qui est éducateur sportif, on a Pascal Courcol qui est SQP, et il y a moi-même. Voilà, et on s'occupe de 400 adhérents. D'accord, alors dans une salle, quand je disais une magnifique salle, parce qu'elle est super bien décorée, c'est une salle où on s'y sent bien, où on a plaisir à venir s'entraîner. Je sais que notamment pour être venu un mercredi, vous avez imposé quelque chose en fait aux jeunes pour créer vraiment cet esprit de club, cette appartenance en fait. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que vous avez fait? Depuis quelques années, maintenant 3-4 ans, en fait on impose à tous les jeunes du club qui viennent le mercredi, donc ça représente à peu près 130 enfants, de porter le maillot du club. Donc ils viennent tous les mercredis, c'est imposé, le mercredi maillot du club obligatoire. Voilà, c'est pour qu'ils apprennent l'identité du club, quoi. D'accord, et c'est quelque chose ça en début d'année qui est inclus finalement dans le prix de la licence. Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on l'a imposé, on l'a rajouté dans notre cotisation de base. Donc en fait, tous les adhérents du club ont le maillot du club chaque année. Donc ce qui nous permet de régler pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème au niveau des équipes comme ça. Ils savent que quand on commence l'année, ils doivent commencer avec leur nouveau maillot. Et voilà, ça roule derrière, quoi. D'accord. Au niveau du club, c'est combien d'équipes inscrites? Alors tu nous as parlé du nombre de licenciés, mais c'est combien d'équipes inscrites tous les week-ends? Ouais, alors en senior, on a 13 équipes garçons et 4 équipes filles. Donc on a 17 équipes en tout. Et en plus de ça, on rajoute toutes les
équipes du dimanche matin, c'est des équipes de jeunes, on en a à peu près une dizaine. Quoi. D'accord, avec l'équipe première en N1. En garçon, on a une N1, une N3, et en filles, on a une N2. D'accord, avec un qualifié olympique. Ouais, on a la chance d'avoir eu récemment une bonne surprise. On a un joueur de notre équipe 1 qui s'appelle Nardi Bouria, qui concourt pour l'Algérie, et en fait qui a été fait à la qualification africaine et en fait qui s'est qualifié aux Jeux Olympiques. Donc j'espère qu'il aura la chance de pouvoir participer un jour. Quoi. Alors là le CNO, les CNO français ont dit que ceux qui avaient acquis leur qualification en 2020 l'auraient de toute façon pour 2021. Je ne sais pas si ça sera le même cas pour les autres pays. On en avait parlé avec Sarah Anfou il y a 3 jours. Et là, j'espère. Ouais, on espère pour l'Arby. Moi, je voudrais juste parler de Rodolphe Després, qui était joueur au club, qui a arrêté sa carrière, mais avec qui j'ai été 2 fois champion de France en double messieurs. Rodolphe qui a joué aussi avec moi avant à Levallois, un club voisin. Est-ce que c'est Levallois, club voisin, club concurrent, club justement où on s'entraide Alors, en fait, déjà Rodolphe c'est quelqu'un qui vient d'arrêter, mais c'est quelqu'un qui était au club depuis 9 ans. C'était une personne très importante dans notre construction de club des 10 dernières années. En fait, c'était la première personne, le premier joueur fort qu'on ait pris et qui nous a permis de remonter certaines étapes. Et puis quelqu'un qui est très sympa, qui a du charisme, de la personnalité et qui a vachement tiré le club vers le haut. Quoi. Voilà. Il vient de temps en temps, on est encore en contact avec lui. Hein. Il est venu il n'y a pas longtemps nous rendre service sur un match parce qu'il nous manquait des joueurs. Donc on reste en contact avec lui et c'est très sympa. Quoi. Ok, super. Et tu as parlé du deuxième entraîneur qui était Jérôme Vittel. Alors, c'est son fils et fait partie des tout meilleurs joueurs jeunes français. Noah, sa femme est impliquée aussi dans le club. Au niveau de la communication, on sait que c'est souvent aussi une histoire de famille, de copains. Il y a vraiment cet esprit d'équipe qui transpire aussi à Courbevoie. Ouais, alors pour être un peu plus clair, en fait, la femme de Jérôme, c'est la cousine de ma femme. Donc on a aussi un lien de parenté, donc Noah, c'est un bon neveu. D'accord, ça je savais pas. Voilà, donc ouais, tu vois, donc c'est tout imbriqué un peu les uns dans les autres, quoi. Donc non, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Bon, on est très impliqués. Je sais que pour lui, c'est un peu dur en ce moment parce qu'il était très impliqué sur la préparation au chemin de France Benjamin, qui est actuellement numéro 1 français. Donc, petite déception, mais bon, vu les conditions actuelles, malheureusement. Priorité à la santé. Voilà, exactement, c'est plus important. Par contre, il s'entraîne chez lui. Il a acheté une table dernièrement. Et donc il s'entraîne dans son salon. Alors nous on habite en appartement, mais en fait on habite dans la même résidence. Donc voilà, donc il a acheté une table, il s'entraîne dans son salon et il essaie de s'entretenir. Quoi. D'accord, une petite dernière question avant de laisser terminer et conclure Philippe. C'est quoi l'avenir du club de Courbevoie? Comment tu vois le club de Courbevoie, que ce soit au niveau des licenciés, en termes de niveau, à court terme, moyen terme et long terme? Alors, pour l'instant, on n'a pas de projet de banque d'équipe pro, mais ça pourrait venir sur du moyen terme. En fait, si on a, par exemple, Noah qui continue à progresser comme ça, et le club fera certainement, je pense, l'effort d'essayer de l'accompagner le plus loin possible. Quoi. Donc, si à un moment il dépasse le niveau national 1, il faut qu'on aille au niveau pro B, je pense qu'on fera l'effort. Quoi. Très bien. Merci pour moi, Philippe. Ok, merci Cyril. Pour toutes ces infos sur ce club que je ne connaissais pas, donc j'ai appris pas mal de choses. Et bonne continuation, je sais pas pour cette fin de saison, mais l'année prochaine, on suivra avec attention votre club. À très bientôt. On va tout de suite passer à notre nouvelle séquence, donc les conseils MyTT Coach. On va retrouver aujourd'hui Christophe qui va nous expliquer comment on peut gérer une grosse performance. On se retrouve tout de suite après. Comment bien gérer une grosse performance? La première chose, c'est de faire attention à ne pas être euphorique et rester humble, surtout vis-à-vis de ses partenaires, ses coéquipiers
des fois son adversaire qui est juste à côté, et on se met à raconter son match. Oui, on est euphorique, on déballe un peu tous les détails et en fait, c'est un peu gênant pour les autres. Deuxième chose, il faut prendre le temps de savourer sa victoire et de l'analyser. Et moi, je conseillerais de ne pas toujours se réinscrire tout de suite à un tournoi. Peut-être d'encaisser vraiment et de savourer cette victoire et de repartir à l'entraînement avec la confiance qu'on aura accumulée. Avec cette confiance, justement, on n'aura pas besoin de jouer beaucoup. On aura simplement besoin de garder de la fraîcheur mentale et on s'autorisera à faire l'impasse sur une compétition. Voilà Christophe, merci pour ce conseil. Alors toi, c'est quoi ta plus grosse perf? Ou alors une perf qui t'a marqué? Alors une perf qui m'a marqué, et c'est ma plus grosse, c'est ma victoire contre Wang Liqing, qui était numéro 3 mondial et triple champion du monde. C'était au Pro Tour du Koweït en 2008, juste avant les qualifications olympiques pour Pékin. Elle m'a marqué à double titre, déjà parce que c'était un sacré champion, et puis parce que j'étais tout seul en fait là-bas au Koweït, le seul français, et on était programmé sur la table centrale puisque Wang Liqing en tant que numéro 1 de la compète se devait jouer sur la table centrale. Il y a un match de filles avec une défenseuse qui a duré juste avant, et on s'est retrouvé en fait dans un coin de la salle, table 9, sans aucune caméra, donc j'ai aucune image de ce match-là. D'accord. Ok. Et donc, comment tu as géré cette grosse perf? Le match d'après, ça a changé quelque chose? Eh ben, je l'ai mal géré. Je l'ai très bien géré en amont, finalement. Voilà, en me persuadant que je pouvais gagner, en sachant qu'il fallait que il y ait un concours de circonstances, c'est-à-dire que je joue très bien, que j'ai un peu de réussite, que je démarre bien mon match, sans doute que je gagne le premier set, que lui joue un peu moins bien. C'est un peu ce qui s'est passé, que je prenne des risques au bon moment, que ça paye, voilà, ça a bien tourné. Et malheureusement, juste après le match, je vous avoue, j'avais pas regardé mon tableau après. Et juste après le match, j'ai tapé dans la main de Michael Maz, qui m'a félicité. Et juste après, j'ai été voir le tableau et j'ai vu que je jouais contre lui. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'avais déjà un peu perdu mon prochain match contre le Danois, contre Maz, parce que voilà, j'étais soulagé d'un poids, le fait d'avoir gagné ce match, et je pense qu'il l'a ressenti, et j'ai perdu derrière 4-0 contre Maz. Alors pour l'anecdote, j'ai pas mal joué, mais c'est le match où je me suis le plus fait voler de balles de toute ma vie. Ok, bon écoute, on verra bientôt une séquence sur les balles chanceuses et comment les gérer. Donc okay. Voilà, mais c'est un peu tard. On invitera Jens Lindqvist pour en parler. D'accord. Et écoute, tout de suite, on retrouve la rubrique de Jérémy, donc qui va nous présenter un nouvel exercice à faire à la maison dans cette période de confinement. Top, comme toujours, Jérémy. Bonjour à tous, aujourd'hui, petit défi en partant du lit, le travail de gainage et d'équilibre. J'ai toujours mon papier toilette avec moi et l'idée ça va être de me relever sans les mains en gardant mon équilibre. Si je suis à l'aise, je passe sur un pied. Quand j'ai réussi ça, j'essaye de me recoucher sans me servir des mains. Je m'allonge. Il y a un vrai travail des abdominaux, de tous mes muscles stabilisateurs et un vrai travail d'équilibre. Sur ce, bon confinement! Voilà, une belle vidéo de Jérémy, encore une fois, comme quoi on peut aussi utiliser son lit pour s'entraîner et progresser. Voilà, écoute, cette émission arrive à son terme. Elle n'a pas été forcément simple, mais on s'est battu pour la réaliser. On est quand même content d'avoir réussi à avoir des nouvelles de Flavien Coton et puis d'avoir découvert le club de Courbevoie. On se retrouve ce week-end avec des nouvelles émissions. À ciao, et puis portez-vous bien,
protégez-vous bien. Et on se quitte avec un best-of, enfin pas un best-of, une vidéo de trickshot avec un japonais qui est assez impressionnant. À très bientôt, salut. Au revoir.私たちもう付き合って6年じゃん。そろそろさ、聞いてる？